Je vais commencer par un petit point sur la situation européenne. Comme vous le savez, la rougeole, la circulation du virus de la rougeole est en augmentation depuis l'année dernière et sur l'Europe continentale, on enregistre environ 60 000 cas depuis le début 2023, principalement en Russie, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan. Mais on a des épidémies plus proches de chez nous. Une épidémie très importante en Roumanie, avec environ 5 000 cas. Il y a aussi une circulation très importante en Angleterre et en Autriche. Mais aucun pays européen n'est vraiment épargné par cette recrudescence des cas de rougeole. Et la France, bien sûr, fait partie de ces pays-là. Sur l'année 2023, on a enregistré 117 cas. Je vais y revenir juste après. Et sur ce début d'année 2024, on en est déjà à 146 cas confirmés de rougeole. Donc, pour ce qui est du bilan en 2023, c'est le dernier bilan publié par Santé publique France. Cet état donc de 127 cas, c'est 8 fois plus que par rapport à 2022. Parmi tous les signalements qui ont été reçus, il y en a un certain nombre qui ont été invalidés. Il répondait bien pourtant à la définition de cas clinique de la déclaration obligatoire, mais la biologie donc, est venue les infirmer. Et donc, dans 87% des cas, ce sont des cas confirmés biologiques. Parmi ces cas, on a identifié, ces cas appartenaient entre autres à 7 foyers, des tout petits, mais aussi un foyer important de 64 cas dans la Drôme, dans un collège. Parmi les cas signalés, on a eu 31 cas importés. Et ces cas importés ont été à l'origine de 4 foyers. On peut dire que 84% des cas déclarés sur l'année 2023 sont en lien avec une importation possible de l'étranger. Donc, un risque important d'introduction du virus par les voyages, entre autres. Et nos cas ont été malades principalement sur les mois de septembre et octobre. 16 départements ont été touchés. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est essentiellement la Drôme qui a enregistré le plus de cas. Concernant l'âge médian de ces cas, il est élevé, il est de 12 ans, donc il y a beaucoup d'adolescents liés à ce foyer dans un collège dans la Drôme. Et on a 26% des cas qui sont âgés quand même de plus de 15 ans. Si on regarde les critères de sévérité, on a un taux d'hospitalisation de 23%, avec 2 personnes qui sont passées en réanimation, pas de décès notés sur l'année 2023, principalement sans surprise chez les moins de 5 ans et chez les plus de 30 ans. 12 complications ont été répertoriées, principalement des pneumopathies, et ces complications touchaient pas mal d'adultes, 50% des adultes sont derrière ces 12 complications. Au niveau du statut vaccinal, on avait la moitié des cas qui n'étaient pas vaccinés, 10% qui étaient vaccinés 1 dose, et on a un pourcentage non négligeable de personnes qui ont été vaccinées 2 doses. Mais ça, c'est toujours en lien avec le foyer dans le collège, dans le Drôme. Ce sont des enfants donc, qui ont eu une première dose avant 12 mois. C'était lors de l'épidémie de 2010-2011 où, en fait, il a été recommandé d'avancer la première injection à 9 mois. Et donc, c'est l'hypothèse qui est faite, c'est que cette injection plus précoce a entraîné une moindre protection à long terme chez ces adolescents. Et puis donc en termes de génotypes, les génotypes majoritaires étaient le B3 et le D8, et c'est les génotypes qu'on retrouve dans les autres pays européens. Concernant 2024, donc là c'est pas des données totalement officielles, donc c'est juste un peu des tendances. Donc toujours énormément de cas confirmés biologiquement. Une incidence qui reste très importante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement dans le département du Rhône, où on a des clusters. Mais on a aussi une circulation communautaire. On a un pourcentage de personnes âgées de plus de 15 ans qui est en hausse par rapport à 2023, 35%. On a un taux d'hospitalisation qui est encore élevé, de 30%. On retrouve 15% de complications, et toujours principalement des pneumopathies. Et là encore, comme en 2023, 50% des complications sont retrouvées chez des adultes. Et bien entendu, la grande majorité des cas signalés en 2024 sont des cas non vaccinés. Petit focus sur la région PACA, sur le début de l'année 2024. On a déjà enregistré 9 cas. Vous avez sur la partie gauche de la diapositive
Donc, un petit schéma qui représente le nombre de cas de personnes résidentes en PACA sur les années 2010-2024. Donc, on ne va pas parler de la grande épidémie de 2010-2011, mais disons que ce qu'on observe en 2024, c'est déjà le nombre de cas qu'on avait en 2023 et pendant aussi les années Covid. Et en termes de dynamique, on est à peu près sur la dynamique de l'année 2017. Donc, il pourrait laisser supposer une circulation qui va entraîner plusieurs centaines de cas par an sur les années à venir. En termes de répartition, oui, non, avant de passer à la répartition temporelle, donc nos 9 cas sont des cas biologiques. À noter qu'on a eu quand même pas mal de signalements et la grande majorité invalidés. Concernant donc la répartition temporelle, un cas en janvier, 3 en février, 3 au mois de mars et 2 en avril, 8 dans les Bouches-du-Rhône, essentiellement signalés par l'IHU, et 1 dans le Vaucluse, signalé très récemment. On a un âge médian qui est élevé. Alors, on n'est que sur 9 cas, donc faut prendre les indicateurs, il ne faut pas attacher plus d'importance que ça, mais disons qu'on a quand même un âge médian très important. C'est 4 enfants de moins de 5 ans et 5 adultes. 8 étaient non vaccinés. Un enfant vacciné une dose, mais c'était une vaccination qui était assez rapprochée de la date de l'éruption. 4 cas hospitalisés, une complication chez un cas de 44 ans. On a eu 3 cas groupés intrafamiliaux, mais juste des cas groupés 2 cas à chaque fois. Et on a eu 2 étudiants soignants malades qui n'étaient pas vaccinés. En termes de vaccination, ROR dans la région, donc vous avez dans ce tableau les couvertures vaccinales 2 doses à l'âge de 33 mois relevées en 2023 pour la cohorte des enfants, la cohorte 2021. Ce que l'on peut voir, c'est que la région donc, a une couverture vaccinale de 84%, légèrement inférieure à la couverture vaccinale France entière. Et ce qui est surtout notable, c'est les disparités que l'on a entre départements, avec une couverture vaccinale faible, très faible dans les Alpes de Haute-Provence, à 77%. Et pour terminer, donc retenir que la circulation est en nette augmentation en Europe et en France. Et on est dans un contexte toujours où le seuil d'immunité collective n'est pas atteint, les fameux 95%. On est à 86% sur le territoire national, on est à 84% dans la région, avec, comme je l'ai dit, des grandes disparités entre les départements. Il est donc nécessaire de renforcer, bien sûr, le rattrapage vaccinal en population générale, mais aussi chez les professionnels de santé, de renforcer la sensibilisation des professionnels de santé, et c'est l'objectif de ce webinaire, aussi signalement précoce, bien entendu, et aussi l'importance de la confirmation biologique. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais on a actuellement une épidémie de parvovirus B19, qui, comme vous le savez, est un diagnostic différentiel de la rougeole. Donc, on a derrière les cas qui nous sont signalés, des cas qui sont infirmés pour la rougeole, mais qui sont des cas de parvovirus B19. Donc, dans la mesure du possible, c'est toujours mieux de confirmer les cas cliniques. Voilà, j'ai terminé. Parfait, merci beaucoup Florian pour cette première présentation qui dresse un peu le paysage épidémiologique à la fois au niveau régional par rapport au reste du territoire national, mais aussi l'évolution sur les dernières années. On note bien que le nombre de cas de cette année, alors qu'elle est à son tiers, c'est quasiment le nombre de cas qu'il y a eu sur toute l'année 2023, même si on reste sur des effectifs qui sont effectivement assez faibles. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur cette première partie. S'il y a une question, la couverture vaccinale a-t-elle été calculée sur quelles données? SNDS, pardon. Donc c'est la séroprévalence chez les chez les nourrissons de 12 mois, c'est ça? À 33 mois qu'elle a été établie, c'est marqué dans le titre du tableau. 33 mois, voilà. Ouais. Les enfants nés entre janvier et mars 2021. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Durand? Et donc, c'est des données effectivement actualisées, puisque les données. C'est des données qui ont été publiées hier. Voilà, hier. Oui, le rapport est disponible sur le site de Santé publique France. Oui, je peux avoir la parole sur la couverture vaccinale ROR des nourrissons. Vous m'entendez ou pas? Oui, allez. Oui, on sait très bien, les certificats de santé n'est pas un bon matériel d'étude de la couverture vaccinale.
donc à cause de l'exhaustivité et de la qualité du remplissage. Récemment, je ne sais pas, et puis j'ai vu Dr Calvaille dans l'Assemblée, on a fait l'étude de couverture vaccinale de la cohorte des enfants nés en 2017, 18 et 19, si ma mémoire est bonne. Donc, on a pu étudier la couverture vaccinale dans le 0,6 d'après les bilans de santé en école maternelle. On est arrivé à une couverture de 94%. L'article doit être soumis au BEH, voilà, incessamment sous peu. Clémentine, vous êtes là ou pas? Donc, comme je rentre des congés, je sais qu'il y a un papier qui va être parti. Voilà, donc l'étude de la couverture vaccinale à partir du bilan de santé de façon systématique dans les écoles maternelles, on a pu relever, on a une très bonne couverture vaccinale. On n'arrive pas à 95%, on arrive à 94,1%. Voilà, je tiens à souligner. Merci pour cette précision. Merci. Oui. Je crois qu'il y avait une autre question avant de passer à la présentation suivante. 3 autres questions. Donc, faut-il faire une 3e dose aux personnes ayant fait leur première dose avant 12 mois? Absolument. Ça, on va peut-être aborder cette question à la fin, donc après la présentation sur la vaccination. Et enfin, la confirmation biologique doit-elle être impérative avant la déclaration obligatoire? Non, puisque les critères de signalement ne comprennent pas effectivement forcément la confirmation biologique. Il est important de ne pas perdre de temps et de signaler de suite le cas, même si on met des mesures en place qui sont finalement qui n'étaient pas nécessaires. Et une dernière question avant de passer à la présentation suivante. Est-ce que vous pouvez rappeler les circonstances de l'épidémie de 2011? Est-ce que tu as encore ta mémoire est presque franchement, c'est une fois, je ne me souviens plus. Quelqu'un ici ou quelqu'un de l'Assemblée? Oui, moi j'étais là. Bon, plusieurs années en arrière. Oui. Donc effectivement, alors cette épidémie était due bien sûr à l'absence de la vaccination ou l'insuffisance de la vaccination. Ça avait débuté avec des poches de population isolées, non vaccinées. Voilà, c'est un petit peu comme à chaque fois. Et puis c'était aussi peut-être une période un peu attentiste dans laquelle donc il n'y a pas eu les mesures, ou on n'a pas mesuré le risque de cette énorme épidémie qui allait nous toucher en France pendant plus de 2 ans à l'époque. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, vous vous souvenez, il y a eu 22 000 cas rapportés à cette époque. Merci beaucoup. Dont 2000 seulement dans la région PACA. Oui, mais sachant que là, c'est la déclaration obligatoire. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a arrêté, enfin, pas qu'on a arrêté totalement la déclaration obligatoire, mais on a suivi l'épidémie, entre autres par l'intermédiaire des données des urgences. Il y avait tellement de cas que c'était plus possible, puis c'était plus pertinent de déclarer chaque cas. Très bien, un grand merci à Florian encore une fois. Et je cède la parole à présent pour parler de la pathologie en elle-même sur le versant clinique, mais aussi les mesures de prévention, notamment dans le milieu du soin. Et donc, je cède la parole au docteur Jean-Christophe Delarosière. Merci Ala. Je ne vais pas mettre ma caméra parce que j'ai un problème de flux, donc vous entendrez que ma voix. Donc très rapidement, ce pathogène, excusez-moi, juste la diapo de titre. J'ai noté pathogène respiratoire grave. Donc vous avez vu Florian Franck vous a dit actuellement c'est 30% d'hospitalisation. Donc c'est tout sauf une maladie bénigne, la rougeole. Suivante. Donc, cette pathologie est due au morbillivirus, donc c'est un virus ARN monocaténaire. La caractéristique principale et ce qui nous fait un petit peu craindre ce virus, c'est qu'il est excessivement contagieux avec un R0 de 15 à 20. Ça veut dire que pour un cas, vous pouvez avoir 15 à 20 cas secondaires. La transmission se fait par voie aérienne et pas voie gouttelette. Donc, on verra quel type de masque on doit utiliser.
Donc, ce virus va se transmettre évidemment soit directement entre un malade et un sujet réceptif, parfois de façon indirecte, puisqu'on sait qu'il peut persister dans l'air pendant 2 heures, d'où l'intérêt de l'aération des pièces où on va trouver des patients rougeoleux. On peut aussi avoir, dans des cas un petit peu plus rares, des surfaces contaminées qui entraînent la contamination d'un sujet sain. Suivante. Alors, l'incubation, la période d'incubation, c'est 10-12 jours après l'exposition au virus. Et le délai d'apparition entre le contact avec le virus et l'apparition de l'éruption caractéristique est de 14 jours. On va le revoir un petit peu plus loin. La contagiosité, c'est important. Elle débute la veille des prodromes. Les prodromes en particulier, vous allez le voir, c'est de la fièvre et c'est des signes ORL. Donc déjà, la veille de ces symptômes, on commence à être contagieux et cette contagiosité va continuer jusqu'au 5e jour après le début de l'éruption. Alors, ça, vous le verrez après, je le répète, une confirmation biologique est indispensable devant un tableau clinique évocateur. Florian Franck vous a dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de signaux qui avaient été invalidés. Donc, confirmation biologique, mais la clinique est primordiale. Donc, non, allez-y, c'était bon. Donc, la maladie, dans la majeure partie des cas, elle est apparente et assez caractéristique, avec une forme habituelle en 2 phases. Je vous ai dit, au bout d'environ une dizaine de jours après le comptage, on a la phase d'invasion qui va durer 2 à 4 jours avant l'apparition de l'éruption, avec une fièvre d'apparition progressive qui peut monter jusqu'à 40 degrés, un catarrhe oculo-respiratoire avec conjonctivite, larmoiement, rhinite, toux. On peut avoir chez certains patients des signes neurologiques, convulsions ou syndrome ménager. Et vous avez le fameux signe de Koplik qui est pathognomonique, mais qui est inconstant. Donc, il ne faudra pas, s'il n'y a pas de Koplik, éliminer en tout cas le diagnostic. Donc, ce signe de Koplik, vous allez le trouver dans la bouche, au niveau de la face interne de la muqueuse jugale. Et en fait, ce sont des petits points blanchâtres ou bleuâtres avec un fond érythémateux. Il apparaît environ 36 heures après le début de l'infection et après va disparaître. Suivant. Voilà, souvent on va faire le diagnostic à ce moment-là, c'est l'éruption rougeoleuse, donc éruption morbilliforme, qui va durer 5 à 6 jours. Donc elle apparaît 14 jours après le comptage. Donc vous avez les prodromes qui apparaissent environ 10 jours après le comptage, 4 jours de prodrome et au bout d'environ 4 jours, on a l'apparition de l'éruption, qui est une éruption maculopapuleuse, légèrement en relief, qui ne gratte pas. On va retrouver des intervalles de peau saine entre les macules. Classiquement, elle va débuter en haut du corps, c'est-à-dire les oreilles, la face, et va s'étendre progressivement jusque vers le bas du corps et les extrémités en environ 3 jours. On peut avoir une atteinte palmoplantaire dans 25 à 50% des cas. Les macules ont la caractéristique de s'effacer à la pression. Donc, le diagnostic clinique de la rougeole doit être évoqué devant tout patient, quel que soit son statut vaccinal. Et là aussi, je vous renvoie à ce que vous disiez Florian Franck tout à l'heure. Il y a un certain nombre de patients qui sont vaccinés qui vont faire une rougeole. Suivante. Alors, la rougeole est une maladie potentiellement grave. On va avoir des complications plus fréquemment chez les enfants de moins de 1 an et chez les adultes de plus de 20 ans. Les complications les plus sévères chez l'enfant, c'est la pneumonie, avec 2 à 7% des enfants qui vont faire des pneumonies. On peut avoir aussi des adultes qui vont faire ces pneumonies. Et chez l'adulte, c'est plutôt l'encéphalite aiguë dans 1 cas pour 1000 à 1 cas pour 2000. Les complications respiratoires, on va avoir évidemment la pneumonie rougeoleuse, ça c'est plutôt chez des patients immunodéprimés,
et on a pas mal de surinfections bactériennes. On peut avoir des complications neurologiques dramatiques à type d'encéphalite aiguë post-éruptive avec une létalité de 10 à 30%. Et cette encéphalite, c'est un mécanisme auto-immun. Ça apparaît quelques semaines après l'éruption. Et enfin, autre complication classique qui n'est pas si rare que ça, c'est la panencéphalite sclérosante aiguë qui débute des années après l'épisode rougeoleux. On dit en général entre 4 et 10 ans. Et la létalité de cette panencéphalite, c'est 100%. Suivante. On peut aussi avoir une atteinte hépatique avec une hépatite cytolytique. Donc, globalement, de toute manière, dans plus d'un cas sur deux, on a une cytolyse hépatique. Alors, les populations particulièrement à risque, et ça, on le verra, c'est important pour la prévention vaccinale et par immunoglobuline. Donc, évidemment, les personnes immunodéprimées. Les femmes enceintes sont particulièrement à risque avec un risque de décès multiplié par 6, de pneumonie multiplié par 3 et avec un risque pour le fœtus aussi, mort fétale ou naissance prématurée. Et les tout petits, donc les nourrissons de moins de 6 mois, nés de mères non immunes et les nourrissons de 6 à 11 mois qui n'ont pas pu être encore vaccinés dans les 72 heures suivant le comptage. Donc ça, ce sont des populations à risque. Alors, suivante, allez-y. Donc, si vous travaillez en médecine de ville et vous êtes dans un cabinet de ville, donc il faudra évidemment pas attendre la confirmation biologique. Dès qu'on a une suspicion de diagnostic, on va tout de suite isoler le patient. Donc, on va éviter de le laisser au milieu d'une salle d'attente pleine. On va limiter au maximum ses déplacements. Et on va demander, à partir du moment où ce n'est pas un tout petit, hein, si c'est un nourrisson, c'est difficile, mais si ce sont des enfants, des adolescents ou des adultes, on fait porter un masque chirurgical aux patients suspects de rougeole. Et on va accélérer sa prise en charge pour limiter au maximum les contacts avec les autres personnes. Pour le professionnel, il faudra porter un masque de protection respiratoire. Alors là, ça n'a pas été noté sur la diapo, mais normalement, c'est bien un FFP2 qu'il faut. Il faudra peut-être le rajouter sur la diapositive. C'était effectivement c'était volontaire parce qu'on doutait sur la possibilité pratique dans la vie courante de porter un masque FFP2. Non, mais ça fait partie des recommandations, des précautions complémentaires type R, de toute manière. À partir du moment où il y a des pathogènes type tuberculose ou rougeole, c'est un masque FFP2. Ce n'est pas un masque chirurgical. Donc, clairement, c'est un APR, appareil de protection respiratoire type FFP2 pour les professionnels. Je pense qu'en sortie Covid, tout professionnel doit avoir quelques masques FFP2 dans son cabinet. À la sortie du patient, on aère la pièce pendant 10 minutes. Je vous ai dit, le virus va être en suspension dans l'air pendant 2 heures. On fait un signalement sans délai à l'ARS et on va commencer à faire une enquête pour rechercher les contacts familiaux, en particulier à risque. Suivant. Si vous êtes dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, on va tout de suite mettre le patient en précaution complémentaire type R. On le met en isolement, on ferme les portes de la chambre ou de la salle où le patient attend. On lui demande de porter un masque chirurgical s'il doit se déplacer. Le personnel porte un appareil de protection respiratoire type FFP2. On fait là aussi une aération régulière de la pièce et quand le patient est sorti, on aère pendant 10 minutes. En complément, signalement immédiat à l'ARS, toujours sans attendre la confirmation biologique. On voit avec la médecine du travail pour vérifier le statut vaccinal de tous les professionnels qui ont été en contact. N'oubliez pas les brancardiers, les ambulanciers. C'est des personnels transversaux, mais eux, ils ont été en contact. Et on va rechercher des patients en contact hospitalier. On a eu le cas récemment, vous avez un patient qui passe aux urgences, il va falloir faire la liste de tous les patients qui étaient aux urgences au même moment. Suivante.
Donc, en conclusion, il faut rappeler que la rougeole, c'est une maladie potentiellement grave dont la prévention repose sur la vaccination. On va vous en parler tout à l'heure. Le diagnostic doit être invoqué devant un tableau évocateur et des précautions complémentaires de type R qui doivent être mises en place immédiatement et avant confirmation biologique. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour ces rappels effectivement très importants sur le tableau clinique et surtout sur les mesures effectivement de prévention autour des cas et dès leur suspicion en milieu de soins. Potentiellement que cette intervention aussi amène des questions pratico-pratiques pour les professionnels de terrain que vous êtes. Alors, première question, la notion de contact pour les soignants, comment est-elle définie? Voilà, là, ça sera abordé par le docteur Second, mais peut-être tu peux réagir. C'est-à-dire que les critères de définition. Je vous ai dit que le virus, il était dans l'air pendant 2 heures. Vous comprenez bien que même une infirmière qui ne s'occupe pas du patient et qui est rentrée 30 secondes dans le box, l'infirmière, elle est contact. Donc, globalement, c'est tous les professionnels qui ont travaillé dans le service et qui ont pu approcher de près ou de loin le patient. Parfait. Est-ce que ça répond à la question de la personne qui l'a posée? On peut encore peut-être avoir une ou deux questions avant de passer à la présentation suivante. Alors, le docteur Julia Dina. Je n'entends pas. Hey. Question. Le contact sans masque pendant combien... Alors, j'essaie de reformuler la question. Pendant combien de temps considère-t-on un contact sans masque comme un contact à risque? 8. Christophe Combien de temps? Non, mais je vous ai dit, à partir du moment où on reprend le cadre des urgences, je veux dire, tous les patients qui sont passés dans la salle d'urgence, même quelques minutes, c'est tous des contacts. Je vous ai dit, le R0, il est entre 15 et 20. C'est excessivement transmissible et ça persiste très longtemps dans l'air. Donc, globalement, on va être extensif sur la notion des contacts. Et on dit, un cas dans une classe, ils sont tous contacts? Oui. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe. La durée d'arrêt de travail, peut-être le docteur Dina pourra préciser, mais c'est au minimum 5 jours. Enfin, de toute manière, il y a de la possibilité d'excréter du virus au moins 5 jours après le début de l'éruption. Donc, c'est minimum 5 à 7 jours d'éviction. Mais ça, il y a peut-être des textes réglementaires dessus, je ne les ai pas en tête. Très bien, et là, je pense que le docteur Second, du côté de l'ARS, va aussi mettre l'accent sur ces modalités pratico-pratiques d'éviction et d'arrêt de travail. Une dernière question qui me rappelle les temps révolus du Covid. Est-ce qu'on considère que les contacts à risque sont eux-mêmes des contacts? Non. Non, en principe, non. Non, je vous ai dit, il faut avoir été en contact avec le cas index. L'incubation, c'est 10 jours de toute manière. Évidemment, il faudrait être vigilant si les personnes ne sont pas vaccinées. Au bout de 10-12 jours, s'ils commencent à avoir des symptômes, on fera attention. Parfait, alors on se permet encore une dernière question. Quelle stratégie à suivre pour les patients et personnels considérés cas contact? Bon, là on vient d'en parler, hein, globalement, c'est l'éviction, d'abord le contact tracing, l'éviction pendant 5 jours minimum qui correspond à la période d'excrétion du virus après la date du début d'éruption, et puis la vaccination pour ceux qui sont éligibles ou l'administration d'immunoglobuline, et ça on y reviendra en fin de présentation. Une dernière question très technique, quel est le taux d'encéphalite? Si tu l'as cité parmi les complications, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'il y a des publications là-dessus, Jean-Christophe? 1 pour 1000.
1 pour 1000 l'encéphalite aiguë disséminée post-éruptive qui apparaît quelques semaines après. Et après, peut-être le docteur Dina pourra préciser, la panencéphalite, en fait, moi j'ai trouvé des chiffres, on disait 1 pour 10 000, mais chez certaines catégories d'enfants, c'est 1 pour 600. Docteur Dina, je vous laisse compléter. Oui, d'accord. D'accord, si vous voulez, oui, effectivement, je peux répondre ou alors compléter avec ce que je connais sur le sujet. Donc, en effet, la panencéphalite sclérosante subaiguë, donc une complication gravissime de la rougeole qui touche essentiellement les enfants qui ont rencontré la rougeole avant l'âge de 12 mois, donc avant qu'on ait la possibilité de les protéger, de les vacciner. Et donc, plus il y a une épidémie importante dans un endroit qui peut effectivement être responsable d'un nombre important de rougeole chez ces enfants-là. Donc, effectivement, on peut voir l'incidence de cette complication qui augmente. Il y a actuellement, effectivement, une épidémie, si je peux nommer ça comme ça, de panencéphalite sclérosante subaiguë en Algérie suite à des importantes épidémies qui se sont produites il y a plusieurs années. Et pour la plupart de ces enfants, donc effectivement, ils ont rencontré la rougeole à 3, 4, 5, 6 mois. Donc voilà, attention, quand il y a un contact avec ces enfants-là, donc il faut effectivement les prendre très au sérieux et les prévenir avec l'administration des immunoglobulines qui seront abordées, je pense, dans un autre sujet. Il y a aussi, je ne sais pas si ça a été, j'ai pas été, peut-être j'ai pas vu à un moment donné les diaporamas, une complication neurologique qui touche les personnes immunodéprimées, c'est la MIB, M-I-B-E, comme Measles Inclusion Body Encephalitis, donc encéphalite à inclusion spécifique donc de la rougeole. On a eu plusieurs cas mortels en France lors des dernières épidémies rapportées. Voilà, donc je pense avoir… Je n'en avais pas parlé parce que c'était spécifique aux populations immunodéprimées. Tout à fait. Il y a beaucoup de complications de la rougeole, c'est une maladie grave. Tout à fait. Et donc, ces derniers temps, on parle aussi beaucoup, ça a été étudié, de cette période d'amnésie immunitaire provoquée par la rougeole, donc plusieurs mois, voire plusieurs années de fragilité produit de cette réponse immunitaire importante contre le virus de la rougeole qui fait oublier au système immunitaire tout ce qu'il avait acquis jusqu'à présent. Cette amnésie, donc, elle est après effacée, récupérée, mais pendant plusieurs mois, plusieurs années, cela explique les différentes autres infections auxquelles donc, les personnes qui rencontrent le virus sont le sujet. Donc voilà, il faut avoir peur de la rougeole. Merci beaucoup d'avoir effectivement accentué le message autour du risque de forme grave. Merci beaucoup pour cette réponse technique complète. Je vous propose, du coup, je vois l'heure tourner, je vous propose de très vite embarquer sur votre présentation, docteur. Tout à fait. Oui, donc après… Vous faites la parole sur la partie diagnostic. Merci beaucoup. Donc après cette photographie de la situation dans le monde et en Europe, après toute cette histoire de présentation clinique et risque de rencontrer la rougeole, donc on va passer sur des éléments pratiques concernant le diagnostic virologique de la rougeole, quand et comment le réaliser. Alors, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Il y a des gens qui parlent, je ne sais pas s'ils m'entendent. Donc, ça a été déjà précisé, un virus, juste un petit point virologique, juste voilà pour mettre l'accent sur des aspects qui sont importants à connaître. Donc, un virus ARN de polarité négative. Attention, donc ces virus-là ne recombinent pas. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des choses compliquées. C'est un virus donc, qui code pour plusieurs protéines, un virus enveloppé avec 2 protéines de surface et pour lequel on a décrit au fil du temps plusieurs génotypes. Il y en a 24 génotypes décrits jusqu'à présent, mais qui ont disparu au fur et à mesure que la vaccination a été introduite. Donc, il y en a de moins en moins. Ça veut dire qu'on maîtrise la circulation de ces virus-là.
Et il a aussi un autre énorme avantage dont il faut qu'on en profite, c'est qu'il y a un seul sérotype et ça veut dire que un vaccin va nous protéger contre tout génotype qui peut circuler. La souche vaccinale est un génotype A et les génotypes qui circulent actuellement en France donc, sont le D8 et le B3 comme il a été déjà précisé. La diapo suivante. Donc on va aborder dans les outils de laboratoire les aspects concernant les échantillons, quelles sont les méthodes qui sont utilisées, à quel point sont importantes les renseignements que vous devez associer au prélèvement, le diagnostic de la rougeole post-vaccinale et le diagnostic différentiel avec d'autres maladies, et puis à quoi sert à faire un génotypage, une question qu'on a souvent au téléphone. La suivante. Alors, juste pour rappel, très rapidement, la cinétique des marqueurs virologiques. Donc, on voit sur cette image que la virémie, elle est très courte. Donc, attention, si vous voulez utiliser un prélèvement de sang, eh bien, il faut que ce soit pile à cheval au moment où on a l'éruption. La RT-PCR, c'est un très bon diagnostic et on va pouvoir rechercher directement le virus dès l'apparition des premiers symptômes, mais attention dans quel prélèvement, et puis vous voyez que finalement elle sera positive pendant à peu près une semaine jusqu'à 10 jours. On voit l'apparition des IgM et des IgG qui peuvent être présents dès l'apparition des signes cliniques, mais souvent avec un petit décalage, et je mets l'accent sur cette période d'absence de virus pour vous rappeler qu'il est complètement inutile de faire une recherche, un diagnostic dès que le contact a eu lieu. La suivante. Alors, vous avez ici les différents échantillons qui peuvent être utilisés pour réaliser le diagnostic. Alors, cette diapositive, elle est aussi mise sur le site du CNR au cas où vous avez besoin. Et donc, on peut utiliser un sérum. Donc, on a l'habitude de faire la recherche des IgM et des IgG pour faire le diagnostic. Et un écouvillonnage ou alors un prélèvement respiratoire haut qui nous sert à faire donc la recherche directe du virus. Alors, pour avoir un diagnostic complet de la rougeole, je sais que ce n'est pas possible à chaque fois, mais sachez qu'effectivement, la PCR, c'est très bien, mais le sérum ou alors complété par la recherche des anticorps, c'est encore mieux puisque ça va nous permettre à la fois de répondre à la question au cas où les prélèvements sont réalisés trop tardivement et puis dans des situations particulières comme on a vu des personnes vaccinées, peut-être préciser s'il s'agit d'une infection récente ou pas. En tout cas, donc au moins le prélèvement respiratoire haut et si possible donc le sérum. Le prélèvement salivaire, le liquide buccal qui est dédié donc à la recherche du virus, mais aussi à la recherche et la mise en évidence des anticorps. Donc c'est un prélèvement, on va l'aborder tout de suite, qui est dédié donc au CNR. Il faut vraiment faire attention, le liquide buccal que vous prélevez avec le kit Oracol, ce n'est pas un écouvillonnage de bouche, ce n'est pas un crachat salivaire. Donc voilà, on ne pourra pas faire la même chose dans ce type de prélèvement. Les urines, c'est quelque chose qui parfois est méconnu comme étant un bon prélèvement pour rechercher ce virus, et dans lesquels donc, le virus peut être présent un tout petit peu plus longtemps, donc quelques jours après sa présence dans les prélèvements respiratoires hauts, ce n'est pas toujours le cas. C'est un prélèvement donc, qui peut nous rendre service. Néanmoins, donc, il y a plus présence d'inhibiteurs, donc la PCR peut être impactée. Gardez-le en tête au cas où c'est difficile d'avoir un autre type de prélèvement. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les renseignements, eh bien, les renseignements sont extrêmement importants. Déjà, donc, on le dit à chaque fois, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça doit être fait dès la suspicion, sans attendre le résultat de laboratoire. Il y a un certain nombre de choses qui sont à remplir. Donc, ces fiches sont associées toujours
prélèvement salivaire, donc au kit salivaire Oracle, mais on a mis donc à disposition sur le site internet des fiches assez complètes que vous pouvez rapidement retrouver pour nous donner les informations dont on a besoin, pas seulement pour enregistrer le prélèvement, mais aussi pour interpréter le résultat. Donc, il faut évidemment mettre le nom du prescripteur, téléphone, email, parce que ça nous permet de communiquer les résultats, le type d'échantillon pour que l'on puisse savoir exactement sur quoi on travaille, la date de naissance, donc l'âge évidemment, la date du prélèvement, les antécédents de vaccination, c'est pareil, ça peut nous rendre service dans l'interprétation, oui, non, et les dates si possible, les signes cliniques associés et puis la date de l'éruption que vous avez vu sur la diapositive précédente dans la cinétique donc de l'apparition des différents marqueurs virologiques. Il est important de savoir où on se situe pour pouvoir interpréter les résultats. La suivante, s'il vous plaît. Donc, les tests sérologiques. Eh bien, les tests sérologiques, ils nous servent à plusieurs choses. Donc, déjà, à répondre à la question infection récente ou pas. On se sert aussi pour faire des études de prévalence, de séroprévalence. Et puis, donc, on cherche parfois, en tout cas, on aimerait bien avoir une preuve de protection contre une infection future. Eh bien, il faut être prendre des précautions quant à la surinterprétation de ces résultats, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, pour faire le diagnostic, on va essayer de détecter les IgM et les IgG dans le sérum. Il y a des multiples techniques qui sont automatisées ou manuelles, qui sont à notre disposition. Il y a aussi donc ce kit Oracle, le kit salivaire qui est disponible donc pour un certain nombre de médecins isolés ou alors quand voilà, on a affaire à des enfants pour lesquels on a du mal à faire des prélèvements. En tout cas, on peut faire la recherche des IgM et des IgG dans ce type de prélèvement. Les IgM et les IgG vont être présents quasiment en même temps que ceux qui sont dans le sérum et peut-être au même niveau. Donc, c'est une technique qui a été pendant très longtemps donc de première intention, elle fonctionne très bien, mais il faut effectivement prendre en compte cette période voilà, de fenêtre sérologique où on peut passer à côté du diagnostic puisque les IgM ne sont pas encore présents. Elle est accessible et elle a un coût intéressant. Donc, les faux négatifs dans les 2-3 premiers jours, les faux positifs qui sont aussi parfois rapportés lors des réactivations polyclonales. Donc, la présence des IgM, je le précise puisqu'on a cette question, après une vaccination ROR, donc ils seront là, mais on ne va pas pouvoir répondre à la question, c'est des IgM qui sont dus à la vaccination ou alors peut-être à une infection qui s'est produite, donc voilà, quasiment en même temps. La suivante. Le diagnostic moléculaire, donc je le rappelle, c'est un diagnostic qui est actuellement donc à la nomenclature, qui est remboursé, c'est depuis 2019, c'est un B120. Alors cette recherche directe du virus, donc elle est réalisée sur plusieurs types de prélèvements, donc les prélèvements de la sphère respiratoire haute sont très bien, les urines, on peut faire la recherche dans le LCR. Dans des situations particulières, le virus peut ne pas être présent alors qu'il est peut-être responsable d'un certain nombre de complications. Le sang et le sérum, j'aurais mis ça beaucoup plus, moins intense en couleur que les autres prélèvements parce que ce n'est pas forcément les prélèvements adaptés pour le diagnostic moléculaire. Et puis, donc, n'oubliez pas qu'un diagnostic moléculaire ne signifie pas seulement positif, négatif, mais un tas de contrôles doivent être passés pour qu'on puisse s'assurer de la qualité du résultat, mais pas seulement de la qualité du prélèvement, avec un nombre donc, de contrôles cellulaires qui doivent être réalisés et qui sont maintenant à notre disposition. Attention aussi, donc même si la PCR c'est un diagnostic donc, qui est très performant, on a parfois des surprises, on l'a rapporté. Et encore plus récemment, donc les Suisses qui ont montré qu'il y a une baisse de sensibilité due à une petite mutation qui était présente à l'endroit où les amorces donc allaient cibler le virus de la rougeole. La suivante.
Alors, le kit salivaire, donc le kit salivaire, donc c'est un prélèvement de liquide buccal, donc il faut effectivement aller chercher et stimuler la sécrétion salivaire avec cette éponge, donc il y a pas grand-chose dedans. On va obtenir un liquide craviculaire et puis les cellules qui sont présentes donc à l'intérieur de la bouche. Ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, un crachat salivaire, et ce type de prélèvement nous permet de faire la détection moléculaire et la détection des anticorps, donc les IgG et les IgM, mais attention, avec des kits spécifiques dédiés à la recherche dans la salive, et ça va nous permettre aussi de faire le diagnostic différentiel moléculaire. On va voir dans la diapo suivante. Alors, ce type de prélèvement, il est dédié donc au CNR, pas seulement parce qu'il faut quelque chose de spécifique du CNR, mais parce que ça nécessite une façon particulière de récupérer le prélèvement et puis après de le traiter pour que l'on puisse réaliser ces analyses dessus. Ça prend du temps et puis ça demande donc des kits spécifiques. Et n'oubliez pas de remplir donc la fiche de renseignement. La suivante. Alors, le diagnostic différentiel très rapidement, donc la rougeole post-vaccinale, ça revient assez souvent. Pourquoi? Parce que dès qu'on a cette notion de contagion chez une personne qui n'a pas forcément été vaccinée ou pas complètement vaccinée, on va essayer de la protéger en faisant une vaccination. Et comme il est tout à fait possible d'avoir une rougeole post-vaccinale, donc dans les 10-14 jours qui suivent cet événement, eh bien, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une rougeole post-vaccinale pour laquelle donc il n'y a pas de contact à prendre en charge, il n'y a pas de risque de transmission, il n'y a pas de risque de complications, ou alors il s'agit de la rougeole sauvage qu'il avait déjà rencontrée. Et pour cela, donc, on a besoin de faire rapidement un diagnostic. Donc, dans un premier temps, au CNR, on a une RT-PCR spécifique génotype A qui nous permet donc d'indiquer s'il s'agit de la souche vaccinale ou pas. Attention, donc toutes les RT-PCR disponibles sur le marché ne vont pas pouvoir différencier entre la souche vaccinale et les souches sauvages. On fait donc ces derniers temps aussi un diagnostic différentiel avec les autres maladies virales éruptives maculopapuleuses. La rubéole, bien sûr, ça fait partie de nos missions, même si elle ne circule plus en France. Le parvovirus B19, qui est responsable d'une importante épidémie actuellement. L'herpès 6, responsable de la roséole. Et puis, donc, ce diagnostic différentiel est réalisé systématiquement sur les échantillons négatifs pour la rougeole, donc au CNR. Mais attention, pas de cotation à la nomenclature. Donc, voilà, à voir comment gérer au cas où vous êtes tenté de les faire. La suivante. Alors, le séquençage, c'est un des derniers points que j'aborde. Pourquoi le séquençage? À quoi ça sert? Donc, maintenant, on parle de plus en plus de séquençage. Donc, j'ai des coups de fil où, effectivement, on me dit souvent, oui, quel est le résultat du génotype? Il est très, très important de réaliser ce séquençage essentiellement pour la surveillance épidémiologique moléculaire. Et donc, comment cela se passe? Donc, on va réaliser dans un premier temps donc, un séquençage de la région que vous voyez là, un petit fragment de 450 nucléotides qui code pour le gène, enfin qui code pour la protéine, la nucléoprotéine. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités. Il est recommandé par l'OMS de compléter ce séquençage par le séquençage de la région non codante MF, voire le génome complet, mais qui n'apporteront pas plus d'informations sur les virus qu'on va étudier. Alors, donc cette activité va nous permettre d'identifier les virus tels que vous le voyez à droite et donc de soumettre ces séquences dans une base de données qui est dédiée à la rougeole, qui est fermée. Seulement les laboratoires accrédités par l'OMS ont accès et le droit donc de soumettre des séquences dans cette base. Et donc, quand on va faire la soumission, on va nommer chaque souche de la façon dont vous la voyez ici. Donc, MV comme Measles virus,
strain, comme voilà la souche, ça peut être à partir d'un isolat en culture, et là ça va être un I. On va donner la ville d'identification, le pays, la semaine et l'année. Eh bien, pour pouvoir faire tout ça, on a besoin de tous les renseignements que vous voyez, bien sûr la ville, la date de l'éruption qui doit être renseignée dans cette base de données, la date du prélèvement pour correctement identifier la semaine, la date d'arrivée au laboratoire parce que cela conditionne donc la soumission en fait de cette séquence. Est-ce que la personne a voyagé? Est-ce qu'elle a été vaccinée ou pas? Et toutes ces données-là vont pouvoir produire, tel que vous le voyez en bas, des espèces de cartes qui nous permettent de savoir quel génotype, à quel moment, et donc avoir une idée de ce qui se passe dans le monde. Donc voilà à quoi ça sert. Je précise tout de même qu'il n'y a pas de lien entre le génotype et la gravité et qu'il n'y a pas vraiment d'urgence à rendre ce génotype, mais il est important donc de le faire systématiquement. Et puis voilà, donc les messages que j'aimerais vous donner à retenir. Donc pour le diagnostic de la rougeole, donc faites les bons prélèvements au bon moment. N'oubliez pas les renseignements, je vous ai expliqué à quel point sont importants. La RT-PCR accompagnée donc de la recherche des IgM, c'est le mieux. Pour le diagnostic différentiel, donc la rougeole post-vaccinale, identification du génotype A est nécessaire pour conclure, et puis le séquençage, identification du génotype, essentiel pour contribuer donc aux connaissances épidémiologiques moléculaires, et c'est une obligation par rapport à l'OMS de tout centre national de référence. Voilà, merci beaucoup. Je pense que j'ai été un petit peu longue. C'était surtout très intéressant et merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances en tant qu'experte nationale. Je rappelle que vous êtes membre du Centre national de référence pour la rougeole, ourillon et rubéole. Je laisse quelques instants peut-être au docteur Boris Loquet pour peut-être rebondir sur cette présentation et apporter quelques éclairages sur les capacités de diagnostic en ville ou les messages clés peut-être à faire passer aux prescripteurs. Alors, les messages clés, bonjour, c'est avant tout, mais ça a été suffisamment dit, c'est le délai qu'on va devoir respecter entre les premiers signes et les prélèvements. C'est pas la peine d'aller prélever quelqu'un qui a des signes cliniques qui sont dépassés depuis plus d'une semaine. Pour faire une RT-PCR, il faudra peut-être privilégier dans ces cas-là la sérologie. Le message le plus important, effectivement, c'est encore, quand vous adressez des patients au laboratoire, c'est d'avoir un maximum de renseignements cliniques, même si la notion de vaccination peut être parfois connue par les patients, mais c'est des choses qu'on doit forcément retranscrire, que ce soit dans la DO ou que ce soit dans le prélèvement qu'on va transmettre à un laboratoire qui réalise l'analyse. Il ne faut pas oublier de s'assurer que le laboratoire va être capable de produire le résultat dans les 24-48 heures. Alors aujourd'hui, la majorité des prélèvements sont traités par Biomnis ou par Cerba. Ils sont en mesure à peu près de tenir les délais, mais plus on va leur fournir de prélèvements, et forcément plus ces délais pourraient être amenés à s'allonger. Je dis ça dans le sens où, à la différence du Covid, il faut essayer de maîtriser un petit peu nos patients, éviter que tout le monde se teste et que tous les cas contacts aient envie de se tester. Le décret qui rembourse l'analyse de la rougeole en prélèvement oropharyngé le rembourse hors foyer épidémique. Donc c'est sûr que si vous avez 10 cas dans la même crèche, c'est pas la peine de tester les 10 enfants. S'il y a déjà 3 ou 4 cas qui ont été étiquetés et dont on est sûr que c'est une rougeole, il faut considérer que devant des signes cliniques de rougeole, c'est une rougeole. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller dans les foyers épidémiques d'aller tester tout le monde. Enfin, c'est pas ce qui est recommandé dans le décret. Et moi, je vous engage à pas le faire pour éviter de dépasser les capacités de test. Voilà. Le message, vraiment, c'est de déclarer au plus vite et de tester au mieux. Ce qui est recommandé pour les biologistes, c'est de faire un prélèvement oropharyngé. Donc aujourd'hui, on écouvillonne entre la joue et la mâchoire. Enfin, c'est vraiment l'oropharynx. On n'est pas obligé d'aller dans le rhinopharynx, donc on n'est pas obligé d'aller faire un prélèvement nasopharyngé type Covid. C'est peut-être un petit peu moins invasif pour les enfants, parce qu'en général, c'est des enfants qu'on doit tester. Et puis, encore une fois, la notion de vaccination dans les 15 jours qui
qui précède le prélèvement peut être importante. Hein. J'ai moi-même été en contact avec un enfant qui avait été vacciné, qui a fait une rougeole post-vaccinale, et pour lequel, a priori, on a retrouvé une souche vaccinale. Mais bon, voilà, c'était surtout ça les messages importants. Après, il y a tous les messages de prévention, mais ça, on en a plus que l'habitude. Hein. Ce qu'a dit Jean-Christophe, je le rejoins largement. Hein. Bien aérer les salles de prélèvement quand vous avez fait un prélèvement pour dépister une rougeole, et puis ne pas oublier que nous aussi, on a des patients dans nos salles d'attente. Donc, si vous êtes amené à prélever un patient pour une rougeole, ou alors on l'isole, ou alors, si c'était positif, il faudra penser à remonter sur la file d'attente de la salle d'attente pour les prévenir qu'elles ont été en contact avec un patient qui était porteur de rougeole. Voilà, mais c'est pas la peine de dépister les contacts de contact, parce que sinon, on finit par faire du Covid et on sait où ça nous mène. Voilà. Absolument. Merci beaucoup pour ces compléments très utiles sur effectivement les modalités de diagnostic et la place de la biologie de ville dans la stratégie de diagnostic et d'élimination plus généralement. Je vois que l'on est en train allègrement de dépasser le temps dédié à la première partie et aux interventions. Il nous en reste deux et pas des moindres. D'abord celle du docteur Delphine Second, qui va nous parler du rôle de l'ARS dans les mesures d'urgence et d'intervention autour d'un cas pour justement limiter la propagation et l'apparition de cas secondaires. Et puis, dans un dernier temps, en second temps, l'intervention du docteur Minaudier. Et je vois qu'il y a tout de même pas mal de questions que vous avez transcrites dans le chat. Je vous propose qu'on les prenne à la fin de ces deux interventions. Oui, alors bonjour à tous. Je suis médecin à la CVAGS, c'est la cellule de veille, d'alerte et de gestion des signaux sanitaires. C'est pas la bonne de l'ARS PACA. Donc, vous avez entendu de la bouche de tous les autres intervenants que la rougeole est une maladie grave, hautement contagieuse et suffisamment préoccupante pour que les autorités sanitaires, c'est-à-dire nous, le ministère de la Santé, nous nous en emparons et nous luttons pour protéger la population, bien sûr. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le côté pratique de notre investigation à la cellule de veille et d'alerte de l'ARS PACA. C'est pas la bonne diapo. Donc ça, c'est une diapo pour vous dire, comme on l'a précisé tout à l'heure, que tous les cas de rougeole, qu'ils soient confirmés biologiquement ou non confirmés biologiquement, doivent nous être signalés à l'ARS PACA. Alors, comment signaler? Eh bien, au moyen de la fiche CERFA qui est sur la droite, c'est la fiche de déclaration obligatoire de rougeole sur laquelle figurent les critères de notification pour dire que vous suspectez fortement qu'une personne a la rougeole ou pas. Donc, vous nous envoyez cette fiche. Vous pouvez nous téléphoner juste avant au 04 13 55 80 00 ou nous l'envoyer directement par mail au ars13-alerte@ars.santé.fr. De toutes les façons, on vous remettra ces coordonnées dans le mail à la fin avec le compte rendu de la présentation d'aujourd'hui. Comme ça, vous les aurez et vous pourrez nous les signaler. Donc voilà, tout ceci est important justement pour qu'on puisse intervenir rapidement sur la prévention de la rougeole et qu'on soit au courant, bien sûr. Donc, les critères de signalement, ce sont les critères cliniques avec absolument une fièvre élevée à plus de 38,5 avec une éruption cutanée maculopapuleuse, comme ça, elle a été décrite par le docteur de la Rosière tout à l'heure, et associée à un signe en plus, soit la conjonctivite ou un coryza ou une toux ou le fameux signe de Koplik. On dit qu'un cas est confirmé, il peut être confirmé biologiquement, mais aussi on peut parler d'un cas épidémiologique, c'est-à-dire qui a été en contact dans les 18 jours qui précèdent l'éruption avec un autre cas confirmé. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a une crèche avec 2 ou 3 cas, eh bien, tous les autres petits-enfants de la crèche qui ne sont pas vaccinés sont considérés comme des cas épidémiologiques. Voilà.
Alors, vous avez tous reçu, par l'intermédiaire d'un MARS, message d'alerte rapide sanitaire, ça c'est pour les établissements de santé, ou d'un DGS urgent pour les professionnels de santé libéraux, des consignes du ministère de la Santé pour renforcer, qui montrent qu'il faut renforcer la vigilance au sujet de la rougeole en Europe et en France. Donc voilà, depuis curieusement que sont sortis ces textes, eh bien, on a vu une recrudescence des signalements à l'ARS PACA, avec un petit bond de signalement au mois d'avril. Voilà, donc on a dit tout à l'heure qu'on avait, depuis le début de l'année, on a enregistré presque une trentaine de cas, mais on en a seulement 9 de positifs. Et sur les 9, il y en a un cas épidémiologique, c'était un petit enfant qui revenait d'une crèche à Nîmes, où il y avait beaucoup de cas de rougeole. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de l'investigation de nos services? C'est de recommander les mesures d'éviction du cas pendant toute la période de contagiosité, comme on l'a dit tout à l'heure, entre J-5 et J+5 de l'éruption cutanée, et d'identifier la source de contamination. Donc, on va rechercher s'il y a eu un contact avant l'éruption, et bien sûr de rechercher les autres cas dans l'entourage, d'autant plus si le patient a fréquenté des collectivités et qu'il n'est pas resté tout seul chez lui. Donc, on va par ailleurs identifier les sujets contacts, dont les contacts à risque. Donc ça sera un petit peu illustré sur la diapo suivante. Et puis, le but du jeu, c'est de mettre en œuvre les mesures préventives, la vaccination en post-exposition, dans les délais adéquats, si possible, c'est-à-dire dans les 72 heures, pour éviter qu'il y ait des cas secondaires, et les immunoglobulines pour prévenir les complications chez les personnes particulièrement à risque. Donc, le maître mot, c'est de vacciner les gens non protégés dans les 72 heures qui suivent le contact supposé infectant, pour éviter la survenue de la maladie. Voilà, donc ça, c'est vraiment les raisons pour lesquelles on vous demande absolument de nous déclarer les cas, qu'ils soient suspects ou confirmés. Donc, quoi qu'il arrive, même si le cas n'est pas confirmé, l'équipe de veille et sécurité sanitaire fera systématiquement l'investigation, d'une part auprès du médecin déclarant ou de la personne qui déclare. Parfois, ça peut être aussi une directrice de crèche ou d'école qui peut déclarer. Donc, on va téléphoner, on va demander un petit peu comment ça s'est passé, on va vérifier que les examens biologiques ont été bien prescrits au bon moment, comme l'a rappelé le docteur Dina tout à l'heure, pour éviter les risques de faux négatifs, hein, parce qu'on peut avoir des IgM, une sérologie prescrite trop tôt et qui revient négatif, donc on aura un faux négatif, et ça ne nous orientera pas bien sur la stratégie. On demandera aussi au médecin déclarant quel est le statut vaccinal des sujets contacts. On lui demandera de prescrire les vaccins parce qu'après tout, il faut bien que quelqu'un fasse les ordonnances, donc c'est lui qui va les faire, pour procéder au rattrapage vaccinal. Et d'autre part, qu'il vérifie si dans sa salle d'attente, le patient a été présent en même temps que d'autres personnes, hein, parce qu'on l'a déjà dit, le virus peut rester pendant 2 heures dans la salle d'attente. Alors même si on aère la salle, on va quand même demander s'il y a eu des personnes présentes pour les vacciner. On peut aussi, et on doit surtout téléphoner à la personne elle-même ou à son entourage ou les parents, parce qu'en général, c'est des petits-enfants ou des nourrissons. Donc, on refera tout le parcours avec les parents pour savoir comment leur enfant a pu être contaminé en remontant jusqu'à 18 jours auparavant, ce qui n'est pas toujours facile à faire parce que les gens ne se rappellent pas forcément. Voilà, et on va donc identifier tous les sujets contacts qu'il faudra contacter. Donc, les parents les contacteront en général, hein, ou parfois, nous, l'ARS, nous nous en chargeons aussi de contacter un petit peu tout le monde. Voilà, diapo d'après. Alors, si le cas est confirmé,
Tous les contacts doivent être donc vaccinés en post-exposition dans les 72 heures et les personnes qui sont particulièrement fragiles sont à protéger par des immunoglobulines. Donc ça, le chapitre sera développé par le docteur Minaudier tout à l'heure et un peu plus précisément. Pour les immunoglobulines, la stratégie est complexe à mettre en place parce que ça se fait à l'hôpital. C'est une injection intraveineuse qui dure longtemps et avant de poser l'indication, il y a vraiment une concertation qui doit avoir lieu entre le médecin traitant, l'infectiologue, éventuellement l'ARS, pour voir s'il faut vraiment faire ce traitement. Alors, en période épidémique, donc s'il y a quand même beaucoup de cas et si le délai de confirmation du cas est beaucoup trop long, eh bien, on peut réaliser l'injection des immunoglobulines beaucoup plus rapidement. Donc ça, le docteur Minaudier vous le dira aussi. Voilà. Pour le cas particulier des petits-enfants de moins d'1 an, entre 6 et 11 mois, on peut faire la vaccination en post-exposition après le contact. Voilà. Après. Alors, la conduite à tenir en milieu de soins. L'ARS, donc, on téléphone à l'équipe opérationnelle d'hygiène ou au CLIN de l'hôpital et on vérifie qu'ils ont bien mis en place les mesures de prévention, c'est-à-dire voir si les soignants sont protégés par un masque et s'ils sont vaccinés. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a pas obligation pour que les soignants hospitaliers soient vaccinés. C'est néanmoins une forte recommandation qu'on vous a déjà dit dans les autres présentations. À l'arrivée aux urgences ou en cabinet de ville, dans la salle d'attente, l'idéal, c'est de prévenir, enfin que le patient prévienne le médecin, ou bien que le médecin de ville qui envoie son patient aux urgences appelle les urgences et lui dise « Attention, on a un cas de rougeole, donc isolez-le immédiatement à son arrivée ». Comme ça limitera la recherche de tous les sujets contacts qui peut être extrêmement laborieuse et lourde. Au niveau de l'hôpital, donc l'équipe opérationnelle d'hygiène avec le concours de la santé au travail vont s'occuper des soignants et des autres patients si on doit rechercher éventuellement toutes les personnes qui sont dans la salle d'attente. Ça a déjà été fait plusieurs fois. Si le malade est hospitalisé, il faut mettre en place les précautions R et standards, comme l'a précisé le docteur Delarosière tout à l'heure. Alors, en collectivité, les principes de la conduite à tenir, c'est ce qu'on vient déjà de dire, la vérification du statut vaccinal et les recommandations du rattrapage. Là, on parle aussi de la collectivité, le scolaire, par exemple, ou les crèches auprès desquelles on intervient extrêmement régulièrement. Donc, selon le type de collectivité qui est fréquentée par le cas et selon l'âge, si c'est un petit enfant de moins de 3 ans, on contacte les services de la PMI. Ensuite, si c'est milieu scolaire, on va contacter la santé scolaire. Si c'est le collège, pareil, la santé scolaire va intervenir pour faire éventuellement de l'affichage dans l'établissement et ou pour faire un courrier aux familles ou un affichage sur leur site. Ils ont des sites qui s'appellent Pronote, souvent dans les établissements scolaires, dans lesquels on pourra informer les gens qu'il y a un cas de rougeole. En milieu professionnel, on demande à la santé au travail d'intervenir. Alors, je vous ai mis, pour illustrer un petit peu ce qu'on fait, un exemple d'investigation. Donc, une fillette de 3 ans avait été admise aux urgences 2 fois, en fait, alors qu'elle était déjà en période de contagiosité. Elle était venue le 18 et le 20 février aux urgences d'un grand hôpital. Je n'ai pas dit lequel. L'enfant n'était pas vacciné et elle a eu son éruption le 21, c'est-à-dire le lendemain de la deuxième fois où elle était à l'hôpital.
on a appris en questionnant la famille, ce qui était très compliqué parce que c'était des Roumains en fait. C'était difficile de savoir exactement ce qui s'était passé, mais on a su que la petite revenait d'un voyage en Roumanie et on sait qu'en Roumanie, il y a une très forte épidémie de rougeole. Forcément, elle s'était contaminée là-bas. Ils ont fait à l'hôpital un prélèvement par PCR salivaire au 2e jour de l'éruption, donc bonne indication et bon test qui a été positif. On a donc profité de ce que la famille était là sur l'hôpital pour pouvoir leur prescrire et administrer les vaccins rougeole à la famille parce que on ne savait pas trop s'ils étaient suivis par des médecins en ville et il fallait faire tout le plus vite possible au niveau de l'hôpital. On a sollicité l'équipe opérationnelle d'hygiène pour recenser tous les cas contacts. Il y en avait énormément dans la salle d'attente de l'hôpital. Et on a pu prévenir ces patients. On a envoyé en nombre un SMS à plus de 100 personnes avec alerte et recommandations sur les SMS en disant aux gens de vérifier leur statut vaccinal et se faire vacciner le cas échéant. Voilà, on a transmis des supports de prévention rougeole pour afficher dans la salle d'attente de l'hôpital. Par chance, aucun cas secondaire. Merci Delphine. Si on veut tenir les temps, il reste plus que 10 minutes. Donc le cas secondaire, je propose qu'il... La deuxième investigation, ouais, on ne fera pas. Voilà, merci beaucoup pour d'avoir illustré un peu l'importance des mesures qui sont conduites par l'ARS, à la fois en termes d'investigation, mais aussi de conduite à tenir, qui est rappelé aux professionnels de santé pour éviter justement l'apparition de cas secondaires et mettre en place des mesures pour contrôler des éventuels foyers épidémiques. Je cède à présent rapidement la parole au docteur Minaudier pour l'épilogue justement de ce webinaire avec un focus particulier sur la stratégie de vaccination et l'administration des immunoglobulines polyvalentes. À vous la parole, docteur Minaudier. Oui, merci. Donc, je suis pédiatre urgentiste infectiologue au CHU de Marseille et membre de la commission spécialisée maladies infectieuses, maladies émergentes du Haut Conseil de la santé publique. Et donc, il m'a été demandé de parler de vaccination et d'immunoglobulines dans le contexte de la rougeole. Et je préciserai avant tout que la rougeole, il n'y a pas de traitement une fois qu'elle est déclarée et qu'il faut isoler les gens au domicile. Et donc, ça ne sert à rien d'envoyer les gens à l'hôpital pour des prélèvements en particulier parce que ça va au contraire exposer davantage tout un tas de personnes, donc confinées au domicile. La vaccination et les immunoglobulines ne s'entendant que dans le cadre d'une prévention. Diapositive. Donc, en ce qui concerne les vaccins, il y a 2 vaccins que vous connaissez qui sont disponibles, qui sont tous les 2 des vaccins rougeole, oreillon, rubéole, avec une composition qui est assez proche, comme vous le voyez là. Normalement, ces vaccins doivent être injectés par voie intramusculaire, mais la voie sous-cutanée est tout à fait bonne également pour l'immunogénicité des vaccins. Diapositive suivante. Donc, donc, il y avait une animation là, mais qui était peut-être revenez avant. Bon, il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Donc, la diapositive suivante nous montre qu'une fois que l'on a été vacciné, on est protégé durablement avec des titres anticorps qui restent élevés pendant très, très, très longtemps. On dispose là d'une étude assez récente de Vaccine qui montre qu'il y a une diminution de la moyenne géométrique du titre anticorps dans les 10 années qui suivent une vaccination, avec des niveaux variables en fonction des sujets, et que cette diminution est de l'ordre de 6 à 9-10% par an, mais qu'on reste, comme le montre le trait pointillé qui est le seuil de séropositivité, on reste probablement quand même protecteur, même si le titre anticorps baisse. Et ça veut dire ça que lorsqu'on a eu 2 doses de vaccin contre la rougeole, oreillon, rubéole, eh bien on a un titre anticorps contre la rougeole qui va persister extrêmement longtemps. Et donc la protection est durable très longtemps pour la rougeole. Diapositive. La tolérance des vaccins rougeole, oreillon, rubéole est bonne. On a 10% d'effets secondaires locaux assez classiques et 5% d'effets un peu plus systémiques avec des malaises, de la fièvre.
parfois un rash, et c'est ce que on dit en termes de rougeole post-vaccinale. Le vaccin peut avoir d'autres effets secondaires, des arthralgies ou des arthrites qui sont en rapport avec la valence rubéole de la vaccination. Il peut y avoir des thrombopénies post-vaccinales et le virus vivant atténué de la rougeole contenu dans le vaccin pourrait entraîner en théorie des encéphalites, mais vous voyez, avec un risque extrêmement faible, puisque c'est de l'ordre de 1 pour 1 million de doses, ce qui est nettement inférieur au 1 pour 1000 qui nous a été dit tout à l'heure avec le virus sauvage de la rougeole. Les convulsions fébriles peuvent survenir post-vaccination, essentiellement avec le vaccin quadrivalent rougeole, oreillon, rubéole, varicelle, qui est un vaccin qui n'est pas distribué pour l'instant en France. Et le vaccin quadrivalent est plus pourvoyeur de convulsions fébriles que les deux vaccins rougeole, oreillon, rubéole et varicelle injectés le même jour. Et puis, il peut y avoir des allergies, mais elles sont rares. Diapositive. Les contre-indications sont limitées. L'anaphylaxie au cours d'une précédente injection contre-indiquerait une deuxième injection. La grossesse, comme tous les vaccins vivants atténués, mais c'est une contre-indication relative, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a été vaccinée par inadvertance alors qu'elle était enceinte, il ne va pas y avoir de répercussions particulières sur la grossesse. Et puis, les immunodéprimés, contre-indication bien classique des vaccins vivants atténués. Diapositive. Alors, la prévention, avant tout, repose sur la vaccination en temps et en âge réel, c'est-à-dire que si on se reporte au calendrier vaccinal que vous voyez là pour l'année 2023, vous voyez, en appuyant et en faisant actionner l'animation, on voit que le vaccin rougeole, oreillon, rubéole est positionné à 12 mois pour la première dose et entre 16 et 18 mois pour la deuxième dose. Vous pouvez appuyer sur faire avancer le diaporama, s'il vous plaît. Non, il y a des animations qui ont souhaité entre. Bon, je reviens sur la précédente alors. Le vaccin rougeole, oreillon, rubéole est positionné à 12 mois pour la première dose et entre 16 et 18 mois pour la deuxième dose, en complément à 12 mois de la vaccination contre le méningocoque B et non plus la vaccination contre le méningocoque C, puisqu'il s'agit maintenant de faire une vaccination quadrivalente ACYW à l'âge de 12 mois. Ça sera dans le calendrier 2024. Diapositive. Il y a des recommandations particulières de vaccination pour les groupes à risque que vous voyez là. Les groupes à risque, on les a déjà dit antérieurement, notamment les nourrissons inférieurs à 12 mois. Ces nourrissons entre 6 et 11 mois qui se rendent dans une zone où circule de façon endémique le vaccin de la rougeole peuvent bénéficier d'une dose de vaccin trivalent entre 6 et 11 mois. Mais à ce moment-là, il faudra faire 2 autres doses à partir de l'âge de 12 mois. Donc l'enfant recevra en tout 3 doses. Les voyageurs qui se rendent dans une zone de haute endémicité, qui n'ont pas d'antécédents de rougeole et qui n'ont pas été vaccinés, peuvent bénéficier d'une dose de vaccin. Et c'est la même chose pour les personnes qui auraient eu, et ça nous a été dit également tout à l'heure à propos de l'épidémie de la Drôme, là, que les personnes qui auraient eu une première dose de vaccin avant l'âge de 12 mois doivent bien avoir 2 doses après, comme je l'ai dit précédemment. Et puis, les professionnels de santé sont eux aussi particulièrement à risque. Et pour répondre à la problématique des contacts dans l'épidémie actuelle, chez les personnels soignants ou les personnels de l'éducation nationale ou des crèches, eh bien, la prévention est essentielle. Donc, ça veut dire que lorsqu'on en est en contact avec du public et en particulier des jeunes enfants, ben, il faudrait être effectivement vacciné avec 2 doses. Diapositive suivante. Alors, autour d'un cas, les sujets contacts, on en a parlé tout à l'heure, les personnes qui ont côtoyé le patient dans les 5 jours qui précèdent et les 5 jours qui suivent le début de l'éruption chez le cas index, c'est-à-dire en gros l'entourage familial, les enfants et les adultes de la même section, les enfants et les adultes qui sont exposés au domicile de la garde, les personnes qui ont fréquenté les mêmes locaux que le patient index, que ces locaux soient des écoles, internats, locales professionnelles, etc. Et vous voyez un séjour, soit un contact en face à face avec le patient, soit un séjour de plus de 15 minutes.
ainsi que toutes les personnes qui ont séjourné dans une pièce où est passé le KND jusqu'à 2 heures après le départ de ce dernier. Ça, ce sont les sujets contacts. Diapositive suivante. En vaccination post-exposition, elle est recommandée donc pour les personnes de plus de 6 mois et qui n'ont pas de contre-indication et doit se faire impérativement dans les 72 heures qui suivent le comptage. Les cas particuliers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants qui auraient été vaccinés dans le cadre d'une vaccination post-exposition entre 6 mois et 12 mois devront recevoir 2 doses de vaccin par la suite. Les personnes qui ont été vaccinées avec 2 doses, mais qui ont reçu une première dose de vaccin avant l'âge de 12 mois, doivent recevoir une 3e dose de vaccin en cas d'exposition. Et de la même façon, les personnes qui ont plus d'1 an, mais qui n'ont eu qu'une seule dose, doivent recevoir une 2e dose si l'intervalle avec la première dose est de plus de 1 mois. Diapositive suivante. Les immunoglobulines en post-exposition s'adressent en fait à un certain nombre de personnes qui sont les personnes qui ne peuvent pas recevoir la vaccination. Alors, je ne sais pas si l'animation va marcher cette fois-ci. Elles peuvent être faites dans les 6 jours qui suivent le comptage à la dose de 400 mg/kg par voie intraveineuse. Diapositive, on avance sur le diaporama. Et donc, elle concerne les femmes enceintes non vaccinées qui n'ont pas d'antécédents de rougeole. Les sujets immunodéprimés, alors le sujet immunodéprimé, c'est assez complexe. Je vous ai marqué là les différents, ce qu'on entend par immunodéprimé, puisque ça dépend du type d'immunosuppression. Je ne rentre pas dans le détail pour une question de timing. Les nourrissons de moins de 6 mois dont la mère n'a pas eu 2 doses et n'a pas eu d'antécédents de rougeole doivent également recevoir des immunoglobulines. Et les enfants de 6 à 11 mois qui auraient une contre-indication au vaccin. Lorsque l'on a reçu des immunoglobulines, vous pouvez peut-être faire passer l'animation en appuyant une fois de plus. Non, mais ça ne revient pas en arrière, tant pis. Lorsqu'on a eu des immunoglobulines, il y a donc un temps à préserver pour l'administration de vaccins vivants atténués, et en particulier de vaccins rougeole. Vous voyez qu'il faut donc un intervalle d'au moins 9 mois entre l'administration d'immunoglobulines et la première dose de vaccin. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui aurait reçu des immunoglobulines dans le cadre d'une prévention de la rougeole devra différer sa première injection de vaccin rougeoleux ensuite. Donc, en conclusion, c'est la diapositive suivante. Je vais peut-être passer si on n'a pas beaucoup de temps. En conclusion, eh bien, ce qui est important en amont, c'est que le maximum de personnes aient eu 2 doses de vaccin rougeole, oreillon, rubéole, en tout cas pour celles qui n'ont pas d'antécédents de rougeole confirmés. Quand j'entends confirmé, ça veut dire confirmation clinique également. C'est-à-dire qu'une personne qui est née avant 1980 a fort probablement rencontré déjà le virus sauvage dans l'enfance et a probablement fait la rougeole. Et la rougeole, à cette époque, était avant tout un diagnostic clinique assez typique. Et ça répond à une des questions que j'ai vu passer au début du chat. Là, faut-il dans un EHPAD vacciner contre la rougeole? On peut penser que les gens de l'EHPAD ont déjà fait la rougeole vu leur âge en général, en tout cas pour les résidents et non pas pour les soignants. Et puis, donc, le message pour les contacts, c'est que les contacts qui peuvent recevoir une dose de vaccin rougeole, oreillon, rubéole le reçoivent au plus tôt, dans les 72 heures qui suivent le dernier contact. Et si c'est une personne à risque, on doit donner des immunoglobulines. Lorsqu'on n'est pas une personne à risque, mais qu'on a un délai de plus de 72 heures, la vaccination peut également être faite, même si son efficacité sera probablement moindre que si elle est faite dans les 72 heures qui suivent le contact.